ici, donc c'est fait au niveau, ou bien au sein même d'un mésenchyme. Vous avez ici, c'est le mésenchymateur. Ces mésenchymateurs se transforment en ostéoclaste. Vous voyez la rangée des ostéoclastes. Bien sûr, vous n'allez pas avoir cette intelligence, on a la même réponse. C'est à vous de donner la raison. Donc, vous avez les cellules mésenchymateuses se transforment en ostéoclastes. Ces ostéoclastes donc s'activent à travers le sol ici. Elles sont donc minéralisées et remontées. Voilà, nous avons ici une coupe réelle, c'est un schéma. Là, vous avez une coupe réelle de travée osseuse. Dos primaire. Travée donc osseuse, dos primaire. À l'extérieur, vous avez des ostéoclastes, à l'intérieur, des os aussi. Et bien sûr, de temps en temps, vous avez quelques ostéoclastes pour le remontage. Pareil ici, vous avez des résultats de classification. Vous avez des travées osseuses qui apparaissent dans un mélange. La bougie, c'est une ossification en d'autres gens. Elle est sûre, vous êtes sûr. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un capillaire qui a présidé. Tout ça, c'est un mésenchyme. Et vous avez des travées osseuses qui apparaissent dans un mésenchyme. C'est une ossification en deux conjonctifs. Si on vous demande de donner un exemple, ossification en deux conjonctifs, tous les gens là, sous forme de la même façon. Ossification en deux conjonctifs. Également, vous avez le périos. Le périos également, ou bien l'ostéocyte provient à partir de l'ossification en deux conjonctifs. En ossification intercontrale, elle se fait sur un modèle cartilagинeux. Vous avez ici une maquette cartilagineuse. Alors, cette maquette cartilagineuse, on va assister à trois phénomènes importants. D'abord, vous avez ici une hypertrophie des chondrocytes, une calcification de la substance fondamentale et apparition de l'ospériocyte sur cette région hypertrophique. Apparition donc de la périos qui apparaît sur les deux côtés. Voilà un petit peu les étapes préliminaires de l'ossification endochondrale. Donc elle se fait sur un modèle cartilagineux. Alors, ce modèle cartilagineux, d'abord, on assiste dans la pièce cartilagineuse qui se trouve au centre, hypertrophie, calcification et apparition de l'ospériocyte. La diapo qui suit, celle-ci, on verra. Voilà, justement. Là, vous avez l'hypertrophie du chondrocyte qui va disparition, calcification de la substance fondamentale, donc la conséquence d'une perte du chondrocyte, et l'apparition, bien sûr, ici, de l'os périocyte sur cette région du cartilage hypertrophique. À l'étape suivante, l'arrivée des bourgeons. Arrivée des bourgeons conjonctivo-vasculaires qui vont donc traverser cette virale osseuse, vont s'ouvrir à l'intérieur du cartilage hypertrophique. Ces bourgeons ramènent des cellules mésenchymateuses et vous connaissez la suite, bien sûr. Cellules mésenchymateuses qui se transforment en ostéoblastes. Ostéoblastes, c'est des travées osseuses minéralisées et hormonales. Alors, le résultat de tout ça, alors vous avez bien voir, on enlève. alors, le résultat de tout ça, vous avez ici des structures du cartilage. Donc, le cartilage sera détruit et sera remplacé par des travées osseuses ici. La ligne, si vous voulez, qui sépare l'ancien cartilage et le nouveau os, c'est bien sûr la ligne osseuse. Elle est marquée par ce qu'on appelle les bourgeons conjonctivaux
Alors, le même phénomène va se survenir donc, au niveau de la pièce cartilagineuse. Un peu plus tard, ce sera donc à la naissance, c'est l'ossification des épiphyses. Ce phénomène apparaît pratiquement à la naissance, c'est à peu près le même phénomène, sauf que la progression se fait de façon centrifuge. Cette progression au niveau de la diaphyse se fait de façon selon la longueur de la pièce osseuse, mais là, vous avez plutôt une diffusion, plutôt une progression centrifuge de l'ossification endochondrale épiphysaire. Alors, le résultat, bien sûr, au niveau des épiphyses, c'est bien sûr la présence de ces travées osseuses. Travées osseuses, donc ici, d'os primaire. Alors, cet os va être plutôt plus tard organisé en os aversien spongeux, comme nous avons vu tout à l'heure avec Guillemot, l'os aversien spongeux, qui présente donc les grosses lacunes. Dans les lacunes, vous avez la moelle osseuse hématogène. Là, vous notez bien sûr la présence, vous notez ici dans la déco, pardon, surtout au-dessus, là, vous notez la présence de plusieurs adipocytes. C'est une composante importante de la moelle osseuse. Pareil ici, vous avez toujours le résultat d'ossification épiphysaire avec les travées osseuses ici. Et l'abandon des adipocytes, c'est bien sûr la représentation de la moelle osseuse au niveau des épiphyses. Alors, au niveau bien sûr d'une fracture, si jamais il y a un petit qui survient au niveau de la pièce osseuse, alors cette fracture va être remplacée par du cartilage. Tout ça sera du cartilage d'abord égal, et après, ce cartilage va se transformer en os primaire d'abord, puis secondaire. Donc, sur le point d'ossification endochondrale, monochondrale. Nous passons maintenant au chapitre muscle. Là, vous avez les cellules musculaires lisses, bien sûr, en coupe longitudinale, et là, une coupe transversale. Les coupes longitudinales, vous les voyez ici. Et les coupes transversales, vous les voyez ici. C'est une coupe transversale. Alors, comme le noyau est au centre de la cellule, alors notre coupe transversale peut passer par le noyau, et là, vous avez la selle avec un noyau dedans. Mais si jamais notre coupe passe à côté sur les extrémités de la cellule, vous avez du cytoplasme qui est pourvu de noyau. C'est ce qu'on va voir sur le dépôt suivant. Alors, ce muscle, le muscle lisse, généralement, il peut être isolé, c'est le cas ici du muscle, ce qu'on appelle le muscle de Brooke. Le muscle de Brooke, vous voyez ici, c'est un muscle qui provient de la musculaire muqueuse, la deuxième bouche de la paroi du cou. Ce sont des cellules détachées de la musculaire muqueuse et qui forment des cellules musculeuses. Ce sont des cellules musculaires isolées qui forment un muscle prolongé. C'est ce qu'on appelle le muscle de Brooke. Au niveau de celui-là, au niveau d'une veinosité intestinale. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de parler des veinosité. Là aussi, vous avez des coupes longitudinales de muscles lisses et des coupes transversales de muscles lisses. Pareil ici, là plutôt ici, vous avez pratiquement que des coupes transversales, puisque là vous avez des sections avec le noyau et des sections qui posent le noyau. C'est un muscle lisse, donc, en coupe transversale. Pareil ici, vous avez des sections qui comportent du noyau. Et il y a des sections qui, regardez, le cytoplasme, il n'y a pas de noyau dedans. Là-bas, on a compris que notre coupe, elle est passée sur les extrémités. Du coupe transversale d'un muscle lisse. Là, vous voyez, bien sûr, là, c'est très bien visible. Un noyau au centre de la cellule musculaire lisse. Parfois, nous avons des sections dépourvues du noyau, puisque notre groupe passe sur les extrémités.
isolée, soit elle représente comme raison, ou bien elle peut représenter des couches. Et là, vous avez deux couches. Là, vous avez deux couches, surtout les deux couches du tube digestif, de la musculeuse du tube digestif. Vous avez ici cette première couche où toutes les cellules sont coupées de façon transversale. Et là, vous avez des cellules musculaires lisses coupées de façon longitudinale. Voilà les deux couches donc, de la musculeuse du tube digestif. Nous passons maintenant au muscle strié squelettique. Alors, ce muscle strié squelettique, il n'est jamais isolé. Il est toujours en pression. D'accord? La cellule musculaire strié squelettique, elle n'est jamais isolée. Ce n'est pas le cas de la cellule musculaire lisse. Alors, les caractéristiques, vous avez ici des cellules musculaires lisses qui présentent pratiquement longitudinal, bien sûr, qui présentent un diamètre constant. Regardez le diamètre. Est pratiquement constant. En plus, ce qui est caractéristique, optique de ces cellules musculaires lisses, c'est la présence de ces striations. Striations transversales et même longitudinales. C'est une conséquence, bien sûr, de la disposition, bien sûr, des filaments actifs et du myocyte. Une autre caractéristique de ces cellules musculaires lisses, les noyaux sont périphériques. Ils sont très nombreux. Noyau périphérique et nombreux, striation transversale et un diamètre constant. En plus, ces cellules ne sont jamais isolées. Ils ne sont jamais isolés, ils sont toujours en pression. Là, vous avez une coupe transversale d'un muscle lisse. Lisse. Vous voyez ici donc les cellules musculaires squelettiques. Le diamètre est pratiquement dans une section à peu près arrondie, nos noyaux sont périphériques. Alors, ce qui sépare les cellules, ce qu'on appelle l'automésium, c'est-à-dire qui sépare, bien sûr, les cellules musculaires lisses. Alors, ce qui entoure l'ensemble des cellules musculaires, ce qu'on appelle le périmysium, et ce qui entoure pratiquement l'ensemble des muscles, c'est l'épimysium. Et bien, notez surtout là. La remarque la plus importante ici, c'est que vous avez des sections à peu près du même diamètre. C'est pour confirmer que le diamètre est constant au niveau des cellules musculaires striées squelettiques. Là, vous avez donc une diapositive de noyau et des striations transversales et longitudinales. Alors, vous voyez ici l'alternance de contrôleur de sang, les disques A et les disques I, c'est une alternance de disque A et disque I, et c'est une conséquence de la disposition des filaments d'actine et des myocytes. C'est tout ce qu'on nous demande de dire. Pareil ici, on fait le processus de cette région, avec ici la bande A, les deux stylizènes, un demi-bande I, un demi-bande I, comme ça fait la bande I, donc deux stylizènes, deux demi-bandes I et la bande A, le tout forme ce qu'on appelle le sarcomère. Le sarcomère, c'est l'unité structurelle du muscle strié squelettique. Sarcomère, donc, vous voyez ici la ligne Z, vous avez ici la ligne Z. Alors, cette ligne Z, les deux lignes Z délitent deux demi-disques I et une disque A. Alors, ici, ensemble, vous avez ici la ligne 1, et tout ce qui est clair pour vous ici, c'est bien sûr, c'est le disque H. C'est marqué. La ligne 1 et le disque H. Pareil, ici, vous avez une longitudinale, ce musculaire télésculptique avec ici les noyaux qui sont périphériques, l'alternance de bandes claires et de bandes centres, et là, nous allons parler de truc. C'est une bonne conséquence des fibres d'actine et de myocyte.
une disposition, bien sûr, flexible. Alors, c'est une diapo ici qui nous montre les deux types de fibres. Les fibres lisses et les fibres striées. Alors, tout ce qui est les grosses fibres, si vous voulez ici, pour le moment, ce sont des cellules musculaires striées. Et là, le petit point que vous voyez ici, ce sont des cellules musculaires lisses. C'est un mélange de cellules musculaires lisses et striées, bien sûr. Ceci est retrouvé au niveau de du tiers inférieur, plutôt du tiers moyen de l'œsophage. Le tiers moyen de l'œsophage. C'est le seul, si vous voulez, la seule partie que l'on peut utiliser où il y a ce mélange. Ah, les deux cellules sont transversales. Les deux cellules sont transversales. Pareil ici, mais c'était juste pour vous montrer la disposition des vaisseaux. Les vaisseaux là aussi. Ils sont disposés de façon parallèle. Regardez la disposition des vaisseaux. Là, on a le premier fil, le deuxième fil, et là, les capillaires centrales sont disposés de façon parallèle. En terminaison nerveuse, la jonction. Jonction donc entre fibres nerveuses. Voilà, la jonction entre terminaison nerveuse et fibres musculaires striées, c'est-à-dire la terminaison nerveuse, l'axone, qui s'ouvre donc, qui se termine dans la fibre musculaire striée, ce qu'on appelle la plaque motrice. La plaque motrice, c'est la jonction entre la terminaison nerveuse, donc l'axone, et la fibre musculaire striée. Pareil ici, vous avez donc l'axone. Il y a l'implication de l'axone qui se termine, bien sûr, au niveau donc des plaques motrices ici, au niveau des fibres musculaires striées. Bon, pareil, il y a la même chose. Terminaison nerveuse ici. Donc, vous avez mis la plaque motrice. Jonction donc entre terminaison nerveuse et fibres musculaires striées. Alors, le muscle donc cardiaque, formé là aussi par des cellules musculaires striées. Ce sont des cellules musculaires striées, caractérisées par un nerveux central, caractérisées par des anastomoses, et surtout caractérisées par les jonctions. Les jonctions se forment comme plus strictes qu'à l'époque. Les jonctions strictes qu'à l'époque, sont peut-être mieux visibles. On va les voir.